l'écriture, j'écrivais pas vraiment de toute façon, là j'y allais directement, quoi. Mais en tout cas le montage, le mixage, l'étalonnage, etc. Donc ça m'a permis d'acquérir pas mal de connaissances qui me servent énormément maintenant, quoi. Voilà. Et puis, c'est quand même plusieurs années où j'ai vécu d'expédients, quoi. C'est-à-dire que j'avais la chance d'avoir un peu de matériel, mais j'en vivais pas, quoi. Donc ça voulait dire concrètement des périodes au RSA, du boulot noir, de captation de spectacles vivants, des choses comme ça. J'ai pas honte de le dire parce que c'était de la survie de toute façon, quoi. Voilà, quoi. Donc je suis quand même arrivé à un moment donné où je me suis rendu compte que c'était qu'il fallait, enfin que j'avais envie de pouvoir payer mon loyer, quoi, tout simplement, et puis bouffer, quoi. Donc voilà, j'ai avec la pilule, et puis je me suis aussi rendu compte que les producteurs n'étaient pas tous des diables, que certains, ça c'était une découverte quand même aussi, que certains étaient là pour accompagner le projet et puis aider le réalisateur. Voilà, donc après, je suis parti dans le parcours classique de production avec Entrailles, un film musical qui a été coproduit à l'époque, donc Paris Bout Productions, une boîte parisienne, et Vosges Télévision aussi. Alors, je ne sais pas si c'est les sauveurs de Vosges Télévision, mais ils sont partout. Ils sauvent pas mal de films. Ouais. Ils sauvent, non, mais parce que oui, du coup, mais les câbles sauvent des films. Sinon, il n'y aurait aucune possibilité de financement. Voilà, et puis en cours de route, on a monté avec mon collègue Joël Kella une association qui s'appelle Après la guerre, quoi, qui était... c'était dans l'idée, ça partait un peu du constat aussi qu'ici, à Clermont, parce que moi je suis basé à Clermont, il n'y avait pas vraiment de structure qui faisait du film de création, quoi. Il y avait des boîtes de prod dans l'institutionnel, quoi, mais c'était, à l'époque où on a monté ça, c'était quand même un peu le terrain vague, quoi. Voilà, et donc on a fait cette copro, on travaille avec Hibou et Vosges Télévision, et puis en cours de route, on a rencontré Laetitia et MC2 qui reprenaient cette boîte qui existait déjà avant, hein, et qui donnait une direction un peu plus aller vers le film de création, justement. Et voilà, donc ça continue, quoi. Quoi vous dire d'autre, je sais pas. Qu'est-ce que... Donc là, vous en êtes où par rapport à ce projet, tous les deux? On en est où? Eh ben, on en est au stade du tournage, là. Et, je sais pas, tu veux en parler un peu? Vas-y, c'est à toi. Vous avez les financements pour commencer le tournage ou, Alors, déjà, je pense que c'est bien aussi de parler de la phase d'écriture du film de Greg, parce que moi j'ai rencontré Joël et Greg l'année dernière sur le festival Traces de vie. Je crois que c'est Annie et Isabelle qui me les ont présentés, il me semble. Enfin, j'ai rencontré d'abord Joël. Nous, quand on a repris cette structure de production, on est tous, on est principalement des réalisateurs aussi. Donc, ce qui fait qu'on a peut-être une autre façon de travailler. Pour l'instant, hein, on verra comment. C'est tout nouveau, donc ça fait 1 an. Donc on verra comment on évolue. Mais c'est vrai qu'on avait envie d'accompagner les auteurs, vraiment, et de travailler avec d'autres auteurs, pas que nos films. Ce qui était en fait le cas de la structure avant qu'on la reprenne, hein. C'était les films du producteur, qui était producteur-réalisateur, et qui avait donc pas créé cette structure pour ça, parce qu'il l'avait avant, mais il travaillait avec très peu d'autres réalisateurs. Donc nous, on avait vraiment envie d'échanger avec les gens et d'échanger aussi sur l'écriture. Quand Greg arrivait avec son projet, il avait déjà beaucoup travaillé. Je crois que ça faisait 7 ans. Tu avais c'est 7 ans que je traînais cette idée. Mais effectivement, il y avait quand même un petit peu quelque chose à faire pour pouvoir justement trouver des fonds. Aller voir éventuellement des chaînes, parce qu'on sait donc que sur les documentaires de création, c'est pas évident de trouver des diffuseurs. Et puis aussi déposer des demandes de subventions en région, là pour le coup Auvergne, puisque le film se tourne en Auvergne. Donc on a quand même retravaillé, je crois que tu as travaillé avec Sophia en écriture de février à juin pratiquement encore. C'est ça, ouais.
aussi au niveau de la production, c'était du bénévolat, quoi, parce que effectivement, il n'y a pas d'aide au développement écriture en région. C'est très difficile d'avoir les aides de l'ASCAM ou du CNC. Et les chaînes n'investissent pas dans le développement. Là, c'est vrai que paradoxalement, enfin, on demande d'un côté de fournir des dossiers extrêmement quand même écrits, quoi, fouillés, donc ce qui implique de fait une période d'écriture extrêmement longue, et que de l'autre côté, il n'y a pas de... Voilà, c'est des moments où en général on n'est pas payé, alors sauf si on... alors effectivement, il y a les aides de la SCAM pour Yon d'arrêt, mais bon, il y a beaucoup de demandes très peu d'élus. Il y a un délai de 1 an et demi d'attente. 1 an et demi d'attente. Il y a combien de dossiers élus par an pour la SCAM? À peu près, vous avez une idée? C'est 60 à chaque session. Ouais, et il y a Oui, une session par an. Mais combien Non, de... il y a 4 sessions Ah par bon an. La SCAM, Bon, il y en a, c'est 4. Ouais. Mais combien déposent? C'est ça qui... 60 par session. Oui, mais combien de gens déposent à chaque fois, quoi, en moyenne? Il y a 1 an et demi d'attente. C'est ça, C'est pour clair, les et trucs on aussi, réserve ça, une place. C'est énorme. Hein, Et on En général, dépose t'as fini d'écrire, un petit projet, et puis on réserve une place et on passe 1 an et demi après. Donc c'est vrai que les délais sont assez longs pour, je sais pas, 5 000 euros, 4 000 euros, Ouais. je sais plus combien. Et en plus... 7 000 maintenant. 7 000 La SCAM, 7 7 000, 000. je crois que le CNC c'est ça aussi. Ouais, c'est pareil. Ouais. Ouais, c'est pareil, il me semble. Ouais. Et alors en plus, le truc assez... c'est que on demande des dossiers quasiment terminés en fait pour les Oui. aides à l'écriture. C'est plutôt une prime à l'écriture que Voilà, une aide à une prime, l'écriture. ouais, une prime à l'écriture, c'est ça. Parce Ouais, ouais. que il y a tellement de C'est des demandes concours. qu'en fait Oui. on est jugé sur la qualité Oui. des dossiers. Et encore 1 an et demi après, il faut Ouais. souvent cacher que tu as déjà fini de monter. Oui, c'est... Pour Ça, pouvoir c'est le la- recevoir. C'est la SCAM, mais au CNC, il y a une aide à l'écriture Oui. qui est beaucoup plus rapide. Hein. On C'est tous les mois. tous les mois, C'est il y a, tous les mois. il y a 8 sessions par an, et donc si Et on la réponse, dépose, c'est un la an plus réponse tard. c'est 3 mois après, mais il y a une... C'est plus court encore. Enfin, On dépose tous les premiers du mois. tous les premiers du mois, on passe... il y a un comité de lecteurs qui lit, donc là on peut avoir une réponse, oui, 1 mois et demi après, et si on va en plénière, c'est 3 mois, mais bon, la concurrence, là pour le coup, je crois qu'il y a 80 dossiers par session, et il doit y en avoir 5-6 qui sont sélectionnés, donc il y a une concurrence. De toute façon, c'est ça aussi, même de ce qui se dit là depuis le début de la table ronde, quand même, depuis une quinzaine d'années, il y a aussi avec la démocratisation, je ne sais pas comment on peut Oui, dire, des moyens de tourner, il y a eu à la fois une influence, ce qui est bien normal, et puis dans notre société, quand même avec ce flux d'images, donc tout le monde a envie de faire des films, il y a une concurrence de plus en plus grande avec des financements de plus en plus réduits. Donc c'est ça aussi qui change quand même depuis une quinzaine d'années, enfin ce que tu racontais de ton parcours, c'est aussi le paysage a changé quand même, hein, et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais la question que ça pose, c'est est-ce que cette démocratisation des moyens n'est pas en train de faire glisser, en tout cas le documentaire, du statut d'industrie du cinéma au statut d'art? Et du coup, le documentariste du statut de salarié salarié d'un système industriel à artiste. Parce que les artistes ont tous des crèves de la faim. Non, mais quelque part, Mais si, un peu. Les photographes, par exemple. il faut se battre. On revient à un statut de Il n'y a pas de photographe. raison. Moi, j'ai entendu quelqu'un, Non, mais- un des gars de culture, Un peu qui m'a mieux, dit un un jour, peu mieux, vous ouais. savez, moi, je connais des artistes qui vendent leurs meubles. Mm. Un des gars de culture. Oui, Et, en art ici, Ouais. il y a... et donc, mais donc, quelque part, il se trouve que quand tu as le statut d'artiste, il est accepté que tu vis mal, encore que certains vivent ça relativement dépend bien. pour qui. Hein. Mais, Quand on voit les- voilà. Mais quelque part, c'est aussi dans l'idée que, par exemple, le réalisateur est le plus mal payé du film par rapport au travail qu'il fournit, et que, grosso modo, il y a un discours de culpabilisation là derrière, qui consiste à dire, oui, mais attendez, vous faites un métier passionnant, vous faites les films que vous voulez, vous avez une chance folle. Ce qui est vrai un peu. Ce qui est vrai. Non, mais c'est vrai, mais il faut le faire. Oui, mais Faut le faire, c'est on verra souvent- tous. c'est aussi souvent ce qu'on se raconte pour se dire
vraiment, on a Oui, une vie de oui, merde. moi j'aime bien aussi Quelle vie de l'idée, merde, on se fait l'idée vraiment. il crève à la fin, mais ça sert leur film. quoi. Non, mais en même temps, Oui, c'est en même temps, par rapport à ce que tu dis, réalisateur est torturé. il y a un truc qui est complètement, que je trouve paradoxal, je ne suis pas sûr que ce soit le mot, mais en même temps, moi ce que je vois, je ne sais pas ce que pense Annie qui organise le festival, c'est que moi je vois de plus en plus de belles choses. Le documentaire a une sainteté insolente, parce qu'au niveau de au niveau ce qu'on voit fini, quoi. Dans les C'est- festivals. quand même. Qu'est-ce qui porte, par exemple, que porte aujourd'hui le cinéma français comme problème de la société? Pas grand-chose, je trouve. Il y a quelques films ici et là, de toute façon on les remarque, il y en a très peu, donc on les remarque. Mais le documentaire, il porte vraiment, je trouve qu'il a un regard vraiment sur tous les problèmes. Et je vois des choses de plus en plus bien faites, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, quoi. Et des choses qui parlent des vrais problèmes, quoi, qui sont des, je dirais, je ne vais pas parler de cinéma d'intervention ou de cinéma des époques 70 où les mecs ils sont allés, ils ont fait des coopératives, ils ont mais on revient un peu à ça aussi. Il y a des gens qui se fédèrent un peu, qui essayent de faire des choses sur tous les sujets qu'on peut imaginer. Parce que, effectivement, je ne sais pas, en prenant la situation des bidonvilles aujourd'hui en France, parce qu'il y en a quand même pas mal, dans les années 60, il y a assez peu d'images. Aujourd'hui, il y a énormément de films qui se font sur les Roms, sur les bidonvilles. Et ça, c'est quand même une chance extraordinaire. Et des choses bien faites, en plus, souvent très très bien faites. Donc, c'est-à-dire que, en même temps, effectivement, alors est-ce qu'on glisse vers le statut d'artiste? Moi, je dirais qu'on tend vers le statut du photographe. C'est-à-dire que le photographe, il fait ses photos et puis il se démerde à les vendre, quoi. Et on est un peu, on n'est pas là tout à fait, mais on est un peu là-dedans, quoi, déjà. On glisse vers ça. Si on nous enlève le statut d'intermittent, alors là, on est en plein dedans, quoi. Mais en même temps, moi, je trouve qu'il y a énormément de belles choses qui se font aujourd'hui, quoi. Et je trouve que c'est... est-ce qu'il faut être dans la... Moi, je suis pas du tout dans l'histoire de la concurrence, c'est pas ça le truc. C'est que le fait qu'il y ait démocratisation a fait qu'il y a des gens qui ont pu prendre la parole, et que ça, c'est bien. Après, en tant que puisque tu évoques le festival, nous, cette année, on était très, très satisfaits de la sélection, en effet. Mais je dirais que l'insolente santé du documentaire, on la trouve tout particulièrement du côté des jeunes réalisateurs. C'est quand même dans la catégorie des premiers films professionnels, des formations audiovisuelles, en particulier les premiers films professionnels. Ça fait plusieurs années que cette qualité insolente, cette liberté, etc., c'est surtout du côté des jeunes auteurs qu'on la trouve. Du côté des réalisateurs beaucoup plus confirmés, les choses se sédimentent plus difficilement. Mais c'est vrai, dans ce qu'on reçoit, c'est très net, quoi. Y compris des réalisateurs dont on a accompagné une partie du parcours. Je pourrais parler de Michel Follin, par exemple, que beaucoup d'entre vous connaissent, dont on a passé plusieurs films sur la musique, qui avait une liberté de travail, tout en travaillant avec des chaînes de télévision et avec des budgets très, très importants, parce qu'il filmait des orchestres, il filmait des opéras, il filmait des machines de spectacle extrêmement importantes. Michel Follin, depuis 2 ans et demi, nous dit non, ce film, je vous le propose pas en sélection. C'est pas la peine, parce que la télévision m'a imposé, j'ai regardé le dernier à la télévision récemment, je me suis dit oui, c'est plus un film pour nous d'une certaine façon. Alors que c'est quelqu'un qui a une carrière superbe, mais qui est rentré de plus en plus dans des contraintes et qui fait du très beau travail pour la télévision, mais quand même extrêmement formaté de son propre aveu quand même. Donc après, les professionnels confirmés se sont ouverts une fenêtre par le biais du cinéma. C'est-à-dire que c'est vrai que là, il y a eu une évolution très très importante. Beaucoup plus de professionnels confirmés font des longs métrages pour le cinéma. Ils y arrivent, ils n'y arrivent pas, les sorties sont plus ou moins tardives. Nous, on a vu passer parfois un film en festival, 2 ans après, il fait une sortie cinéma, ce qui veut dire que le réalisateur a insisté sur son chemin et a fini par trouver cette sortie cinéma. Donc, ils jouent leur carte plus au cinéma, une partie d'entre eux, qu'à la télévision aujourd'hui. Il faut voir aussi que beaucoup de films sortent, entre guillemets, en salle, on connaisse un circuit dans des salles de cinéma ou sur des écrans, en dehors de la télévision, parce qu'ils ne sont pas diffusés par la télévision. Donc, mais on pourrait dire presque le désavantage finit par faire un avantage. Oui, mais après, autour de ça, il faut voir aussi ce que ça représente en fait pour le réalisateur, parce que généralement sur ce type de projection et de distribution, c'est encore au réalisateur d'accompagner son film. Et s'il n'y a pas cette volonté du réalisateur en fait de l'accompagner, de le voir sortir, de le voir exister sur d'autres écrans, c'est encore le réalisateur qui fait ce travail-là.
Et justement, par rapport à ça, nous, à ADOC, on essaye, on a mis en place une mobilisation autour de la rémunération des réalisateurs qui accompagnent leurs films, pour essayer, mais pas tellement dans les circuits cinéma, plutôt les circuits médiathèques, enfin bon, et même pour les cinémas, enfin bon, on essaye de soutenir ça, le fait que les réalisateurs soient rémunérés quand ils vont dans les débats, parce que c'est un travail, ça prend du temps, il faut y réfléchir avant, enfin bon, puis ça fait partie effectivement, ça fait partie des compétences du réalisateur. Quand on voit, il y a un graphique qui a été fait, parce que c'est la SCAM qui a lancé une étude sur le documentaire, enfin sur le métier de réalisateur, donc fiction documentaire, et alors le réalisateur de documentaire, il a plein de compétences, plein de petites pastilles. Et l'accompagnement de ces films on est communiqué sur son film, ça en fait partie. Et donc, qu'est-ce que vous vouliez je voulais avoir un peu de précision sur, dans le fond, comment avance votre réflexion sur cette rémunération des réalisateurs dans leurs interventions d'animation. Est-ce qu'il y a des choses très concrètes? Oui, on va sortir un petit livret pour donner justement des informations très concrètes sur la manière dont le réalisateur peut être rémunéré quand il accompagne son film dans un débat. Bon, le problème, là où on est un peu en porte-à-faux, enfin, c'est pas qu'on est en porte-à-faux, mais c'est qu'en même temps, on ne veut pas être prescriptif. Disons que c'est plutôt indicatif, parce qu'on ne veut pas être prescriptif au sens où vous ne nous payez pas, on ne vient pas animer le débat après notre film. Ça serait totalement contre-productif. On n'animerait pas beaucoup de débats. Oui, voilà, c'est ça serait contre-productif. Mais on a envie de sensibiliser les gens les médiathèques, les lieux qui invitent, qui diffusent des films parce que il y a de l'argent à la région, dans les régions, diverses régions, on peut aller demander de l'argent. Par exemple, en Île-de-France, la CID, qui est une association qui est plus tournée sur les salles de cinéma, a de l'argent de la région pour rémunérer les réalisateurs qui accompagnent les débats. Donc c'est quelque chose qui se fait. En Bretagne, par exemple, il y a un réseau associatif de réalisateurs, de techniciens qui est hyper actif sur le documentaire, et ils ont de l'argent de la région pour rémunérer les réalisateurs qui participent au débat. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait, il faut se mobiliser, aller voir la région, faire un dossier, enfin c'est possible, quoi, vraiment. Donc nous, on fait ce livret pour donner des idées, essayer de lancer cette question-là, quoi. Sur cette question un peu complexe, parce que par exemple, je vois par exemple quand le film que j'ai fait sur les Roms a été beaucoup projeté dans toute la France. Le problème, c'est qu'on a toujours affaire à des gens, des associations qui n'ont pas d'argent. Ben oui, donc on ne peut pas leur demander, déjà ils n'ont même pas les moyens de payer la projection. En gros, les producteurs, ils prennent autour de 200 € pour une projection d'un film, et déjà ils négocient ça, parce que tout est négociable, ils négocient ça à 50 ou à 100 € si souvent l'entrée est libre, etc. Donc on se retrouve à avoir quoi dans l'année deux projections médiathèques. Mais la médiathèque, elle paye, les médiathèques payent en général, elles ont des budgets pour ça. Mais on fait 2 projections en médiathèque, et la plupart des... Enfin, je parle pour ce que je fais. Alors, il y a des films qui sont peut-être plus pour les médiathèques, pour les centres culturels, mais souvent, on se déplace. Ah bon, les gens nous payent quand même les frais de déplacement, et pas toujours. Hein. Il y en a qui disent, les gens, ils se rendent pas bien compte, les gens sur le terrain, mais en même temps, alors il m'arrive de refuser c'est pas des refus, c'est que je peux pas à un moment donné prendre 2 jours. Je peux pas prendre 2 jours, je suis en montage, je peux pas prendre 2 jours pour aller. Ça m'aurait très fait d'aller à Grenoble ou d'aller à Pau. Et encore une autre chose, c'est que sur l'histoire du cinéma, il y a des réalisateurs aujourd'hui, moi je connais des réalisateurs qui sortent des films au cinéma et qui ne veulent plus entendre parler de télévision.
Eux, c'est un choix clair et net. Moi, j'ai fait des films pour cinéma. Et ça, c'est vraiment une évolution, parce qu'il y a quelques années, il y a 10 ans, il y a très peu de documentaires qui sortaient au cinéma. C'est presque une évolution intéressante. Ah, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Il y a des gens qui se disent, j'en ai rien à foutre des chaînes. Je ne veux pas entendre parler d'eux, ils nous font chier, ils comprennent rien, enfin, à ce qu'on veut faire, évidemment. Et donc, ils font le choix, ils disent, je fais un film pour le cinéma. Moi, je fais des films, moi. Je fais pas pour... Enfin, bon, voilà. L'essentiel, c'est qu'ils soient projetés. Voilà, qui soit diffusé. Quoi. Parce que c'est quand même encore un parcours à faire des films pour le cinéma. Il faut trouver un distributeur qui veut bien faire une avance sur recette, etc. Enfin, c'est un peu le même parcours qu'un film de téléfilm. Et obtenir l'avance sur recette du CNC pour le long métrage, c'est encore une autre aventure. C'est sûr. Mais visiblement, d'après ce que j'ai compris, parce que je ne connais pas bien le circuit, on trouve, alors distribution effectivement très très difficile, il commence à y avoir des gens dans la distribution, des jeunes gens qui se lancent et qui ont envie de faire des choses un peu nouvelles. Alors, c'est une bataille énorme pour avoir les salles, pour avoir quelques salles en France, une salle à Paris, quelques salles en province, mais je trouve que là, il y a vraiment une évolution qui est intéressante, même si moi, je ne suis pas du tout dedans, je trouve que c'est vachement bien, quoi, parce que vraiment, on a une visibilité, et puis les gens vont voir les films quand même. Moi, je vois des gens, ils vont au cinéma voir du documentaire, quoi, voilà, et donc ça, c'est quelque chose qui est en train de prendre vraiment, quoi. Il y a eu des films là, documentaires ces dernières années qui ont cartonné certains, quoi. Et qui sont des films, des vrais films avec des vrais sujets, quoi. C'est pas un truc, c'est pas des films. Je veux dire par là, c'est pas des films faciles. C'est pas du TF1. On a plusieurs films dans la semaine qui sont ici en première cinéma ou qui viennent juste de sortir au cinéma. Donc cette ouverture, alors je ne dis pas qu'elle est miraculeuse et qu'elle résout tous les problèmes, mais elle existe et elle est pleine d'espoir d'une certaine façon parce que le mouvement ne peut pas continuer. Non, mais et que ce n'est pas une alternative, après tout, intéressante. Quoi. Oui. Mais à la fois, c'est vrai que dans cette économie-là, donc du cinéma, du cinéma et du long métrage, il y a très très peu d'élus dans le documentaire. Il y a quelques années, il n'y en avait pas du tout. Ah non, c'est pas vrai. Non, il y en a toujours. Il y a eu beaucoup. Il y a eu 7-8. Et on pourrait peut-être voir si vous avez des questions, parce que là on monopolise la parole entre nous, mais n'hésitez pas, n'hésitez pas. Comment ça se passe l'économie pour le web documentaire? L'économie du web documentaire. Alors, le web documentaire, moi, je ne sais pas, vous avez une expérience Moi, je suis très intéressé par ça, mais je n'ai aucune expérience et je n'ai aucune réponse à la question. Laetitia ça m'intéresse énormément. On a un projet en cours de webdoc. Alors c'est malheureusement un peu le même fonctionnement pour l'instant que le documentaire télé. C'est-à-dire qu'il existe un web COSIP, des demandes CNC, des subventions CNC pour les webdocs. Il y a des aides à l'écriture et développement, mais il faut vraiment suivre un petit peu ce qui se fait et quelle mouvance ils ont envie de voir parce qu'ils sont en adéquation avec ce que veut la télévision, parce que finalement le principal financeur d'un webdoc c'est un achat télé, quoi. C'est une plateforme, c'est les nouvelles écritures France Télé ou Arte Web, voilà. Et effectivement, pour avoir une aide à la production web COSIP, il faut avoir 12 500 € d'apport en numéraire de plateformes, soit VOD, soit chaîne de télé. Tu retombes dans les mêmes. Donc tu retombes dans les mêmes problématiques et en plus, ce qui intéresse les gens dans le webdoc, c'est l'expérience interactive. Donc ce qui coûte très cher, c'est le développement de l'interface en fait. Donc au final, c'est pas vraiment une solution alternative, parce qu'on pourrait se dire à ce moment-là, faire un webdoc, ça veut. À premier abord, on peut se dire c'est juste, moi je fais mon documentaire et je le sors sur le web. Et en fait, c'est pas ça, quoi. Si on veut avoir des subventions du CNC ou si on veut avoir des partenaires, c'est pas ce qu'ils demandent. Mais je sais pas si j'ai répondu exactement à la question. Mais... En plus, moi j'ai eu une expérience avec Arte Web, justement. En fait, ils faisaient un appel à projet, mais ils disaient clairement, nous on cherche des films déjà tournés. Alors est-ce qu'avec les rushs, vous pouvez nous faire quelque chose, on vous donne 15 000 € et vous nous faites quelque chose. Quoi. Et c'était qui demandait ça? Je ne sais plus comment elle s'appelait, c'était une personne qui travaillait pour Arte Web. Ah, Arte, d'accord. Puis ça évolue très vite et du coup, autant il y a une production lyonnaise là, qui avait fait un webdoc sur la crise en Espagne.
qui ressemblait vraiment plus à un doc, quoi. Il n'y avait pas d'interface interactive, ils ont été achetés, pas préachetés par Arte. Ils avaient eu, je crois, 60 000 € d'aide à l'écriture et au développement du CNC. Et ça, c'était il y a 1 an. Et effectivement, c'était un format plus documentaire. Seulement maintenant, c'est plus ça, quoi, finalement, le webdoc. C'est vraiment plus de l'interactivité. Presque à se noyer dans l'interactivité, on en oublie la narration d'ailleurs. Mais, plus le côté site, voilà. Moi, j'y ai été Internet. confrontée en tant qu'auteur. Je trouve que c'est compliqué quand même. C'est compliqué, c'est super intéressant. Mais le problème, c'est que j'y passe énormément de temps. Et pour l'instant, je ne suis pas payée là-dessus. Ouais, à Adoc, on s'est posé cette question des nouveaux médias, d'Internet, et on a disons, initié un site qui s'appelle la Toile d'Adoc pour essayer de réfléchir justement à la façon dont on pouvait, en tant que documentariste, explorer le web. Et il va y avoir un atelier, vendredi un atelier autour de la Toile d'Adoc, enfin avec la Toile d'Adoc, avec Anne Galland qui est une autre d'Adoc qui vient, et pour justement voir comment on peut se servir d'Internet, mais dans une idée, disons, du geste documentaire, de travailler plutôt sur un collectif, quoi. Une œuvre collective, voilà, une œuvre documentaire collective. On est plus à on n'est pas tellement dans les questions financières nous intéressent, et de savoir effectivement qu'est-ce qu'il y a comme subvention, quel est possible. Mais ce qui nous intéressait aussi, c'était de voir concrètement, voilà, qu'est-ce qu'on pouvait faire de ce nouvel outil en tant que documentariste, auteur, sur des tout petits modules. On l'a présenté, on a déjà fait des ateliers à l'USAS et au Réel. Là, cette année, c'est assez récent, c'est venu avec nos 20 ans. On a eu envie de lancer un nouvel atelier, une nouvelle façon d'explorer le documentaire, et ça donne des choses intéressantes. Enfin, si vous pouvez y aller vendredi après-midi, je crois. À 14h. Et d'ici là sur Internet. Voilà, la Toile d'Adoc. Mais pour avoir suivi pas mal de réunions cross-média pour en venir au webdoc, on constate souvent qu'on va même vers un formatage qui est encore plus important que celui d'entrée de jeu qu'on avait au départ sur les docus télé, en fait. C'est un peu triste parce qu'on pouvait arriver évidemment de... Comment ça c'est un peu triste, on pouvait arriver que ce soit l'occasion, que ça nous raconte de champ. Et ceux qui prennent le plus de liberté là-dessus, c'est ceux qui vont se dire je finance mon projet de webdoc avec un unitaire, voilà. Mais l'unitaire, donc un film réalisé pour la télé, dans le format télé, sur lequel je passais le moins de temps possible. On va dire cet unitaire, ça va être pas la poubelle, mais ça va être le truc vite fait en fait de mon projet. Et c'est avec cet argent-là que je vais développer mon webdoc en fait, avec une façon de dialoguer avec le public, de générer en fait de l'épisode, de l'attente, ou encore de permettre à l'internaute en fait lui d'associer les différents sujets. Je ne sais pas si vous aviez suivi celui qui s'appelait Lazarus en fait, qui délivrait un message par semaine un peu à la comment il s'appelle qu'on voit masque blanc, Anonymous, merci. Ouais. Et qui délivrait une fois par semaine en fait un sujet qui démontrait en fait une façon sur l'homéopathie, les représentations hommes-femmes, enfin toutes les idées préconçues, tout un tas et qui essayait comme ça d'explorer l'univers des formatages en fait. Bon, il avait financé en fait son webdoc avec un unitaire, voilà. Mais bon, il gardait la maîtrise en fait de la narration, de la diffusion, voilà. Alors que quand on assiste par exemple aux réunions cross-média, la plupart du temps on se rend compte qu'une antenne a besoin de webdoc, mais c'est pas exactement d'un webdoc qu'elle a besoin, c'est d'interface en fait, de communication avec un public qui regarde de moins en moins la télé. Donc on va essayer de ramener à la télé des internautes via tout ce qui va avec, une page Facebook, un film d'animation sur le net, voilà, et des applications, voilà. Mais la réflexion autour de l'écriture pour le web, elle est quasiment absente en fait de ces réunions-là.
D'autant plus ça, que... ça dépend parce qu'il y a deux formes en fait. Tu as le cross-média, le transmédia. En Ouais. fait, tu as soit effectivement un webdoc qui est pensé webdoc et qui est une structure comme Prison Valley, toutes ces choses-là où il y a vraiment énormément d'interactivité, mais quand même une recherche documentaire, d'information, etc. Et après, il y a effectivement juste le truc qu'ils appellent cross-média. Le transmédia. Transmédia, c'est-à-dire tu fais un militaire et tu alimentes les réseaux sociaux, soit de petits contenus supplémentaires, soit de teasers, etc. Sauf que, mais pour que tu puisses tweeter en même temps que tu regardes le film, enfin. Mais sauf que, l'air de rien, c'est ces projets transmédia qui captent les fonds et l'intérêt des chaînes. Ça dépend du genre de discours tous les ans. Ouais. Enfin, moi, jusqu'alors, je me rendais compte qu'il n'y avait pas de réflexion. Entre mars et maintenant, moi, on m'a pas dit la même chose. D'accord, voilà. Mais en tout cas, l'idée de liberté dans le web docu, quand on a eu cette proposition de la part d'Arte Web, moi j'ai une co-réalisatrice sur le long métrage sur lequel on avait cette proposition, qui est monteuse. Et donc on s'est dit, bon, à la limite, c'est un moyen de mettre un peu de beurre dans les épinards et qu'elle travaille. Et en fait, ce qu'il nous demandait, c'était... Enfin, ça dévoyait complètement l'esprit du film. Enfin, ça dévoyait complètement, faut pas exagérer, mais ça n'allait pas dans le sens, on l'a refusé parce que ça n'allait pas dans le sens de ce que nous, on voulait faire passer du film. Voilà. Donc, la liberté... C'était quoi précisément, les contraintes, les contraintes, on sentait qu'on avait un film avec 14 personnages, etc. Et puis on sentait qu'il faudrait avoir les relations entre les personnages, les moments de tension, les flirts, enfin, peut-être pas à ce point-là, mais c'était pas loin. Est-ce que vous aviez laissé off dans votre film? Oui, qu'on n'avait pas du tout utilisé. Je voulais juste revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux jeunes réalisateurs, enfin aux documentaristes, ou à la relève, enfin ce qui s'annonçait. Il y a aussi justement beaucoup de gens qui sortent des écoles, qui se sont rencontrés dans les écoles, qui en sortant se mettent en association, en coopérative. Enfin, il y a justement sur le versant production aussi, façon d'envisager les choses, de mutualiser les problèmes, ou de mutualiser les regards ou l'entraide. Il y a quand même un mouvement, enfin, en tout cas qu'on constate, qui est assez, un peu comme ce que Greg, vous avez monté une association avec ton collègue là. On est tout jeune. Oui, mais bon, c'est pas une question. Ça dépend si on parle de la carte. Surtout lui. Oui, voilà, c'est pas une question Ça va, d'âge. ça va aller. Non, mais il y a ce désir justement de mutualiser, ou de se rassembler aussi. Ah oui, c'était pas. Oui, c'est une nécessité, je crois. Enfin, Par rapport à ça, une association comme ADOC a quel rôle justement? Nous, on a un rôle disons qu'on a un rôle de relais parce que à nos 20 ans, l'année dernière, on a organisé 3 journées de discussion et de débat. Il y avait une journée justement sur le métier de documentariste et où on a fait venir des scopes, des associations, pour discuter un petit peu comme ça, essayer d'élaborer ensemble sur ces questions professionnelles, comment on pouvait envisager une prise en charge, disons collectiviser un peu les problèmes de chacun. Et puis depuis depuis un an, il y a un atelier qui s'est mis en place, d'ailleurs auquel Pablo participe, pour essayer de réfléchir à ça, justement, à cette question de s'organiser ensemble par rapport au développement, par rapport à un projet, comment, sans se substituer aux producteurs, mais en même temps pour essayer de voir comment on pouvait valoriser le fait de commencer à tourner sans producteur, d'arriver avec des rushs, d'arriver avec des aides que le producteur ne va pas chercher. Voilà, comment les valoriser. Comment les valoriser, comment s'adresser aux producteurs. Donc
Donc là, il y a toute une réflexion qui est en train de se mettre en route, où on ne sait pas si, par exemple, l'état de notre réflexion, là, très concrètement, c'est de savoir est-ce que l'atelier se crée une association parallèle à ADOC, ou est-ce que reste au sein d'ADOC. Enfin bon, c'est un peu des questions qu'on est en train de débattre ensemble, justement par rapport à cette précarisation, à la difficulté de mener à bien des films, enfin au paysage un peu aujourd'hui professionnel. Et à la grande difficulté aussi qu'on constate, parce que même depuis tout à l'heure on fait un débat sur comment vivent les réalisateurs, mais en même temps on voit bien que dans ce débat il y a une place très forte qui est prise par la relation producteur-réalisateur, et donc c'est vrai que c'est une position qui est difficile à tenir, parce que le producteur, voilà, son métier de discuter, son métier d'étudier les contrats, etc., et que le réalisateur est souvent pris de court quand il s'agit de négocier et tout ça, et que peut-être il faudrait que d'une manière ou d'une autre il y ait une structure qui l'aide à envisager son contrat, à voir ce qu'il signe, à l'épauler face à la production, mais pas seulement face à la production, avec la production. C'est sûr, c'est le nombre de réalisateurs qui sont capables de signer n'importe quoi. Donc moi. C'est la réflexion qu'on se faisait tout à l'heure. On se demandait quand est-ce qu'on voyait arriver nos contrats d'auteur. Et généralement, on voit arriver nos contrats d'auteur à la veille du dépôt au CNC ou à la veille du dépôt en région. Parce qu'il faut qu'ils soient joints au dossier, nos contrats. Et c'est vrai que la plupart du temps, on signe à la veille du dépôt. Bon, puis c'est vrai qu'il faudrait vraiment passer beaucoup de temps à étudier. Ça, c'est pas non plus. Même si ça fait partie de nos prérogatives, on a tellement déjà de trucs à faire à côté que bon, au bout d'un moment, ça déborde, quoi. Il faut. Voilà, quoi. Non, mais c'est vrai que on peut se poser la question aussi autrement. Si on, enfin, souvent on se culpabilise de faire quelque chose qu'on aime et qui, voilà, dans ce cas-là, on se dit, voilà, l'argent, c'est pas, on s'en occupe pas, c'est sale. Enfin, il y a un truc quand même comme ça. C'est. Non, mais on mérite bien. On mérite bien de galérer aussi avec la c'est un peu vrai. On a besoin pour travailler. Donc. Ouais. C'est déjà bien. C'est ça. Je me pose une question sur ADOC et son devenir, son développement. Donc, c'est une association nationale. Je suppose que sur certaines régions, il y a beaucoup d'adhérents, d'autres moins, que c'est un développement un petit peu inégal. En tous les cas, vous visez au niveau des régions, est-ce que vous souhaitez la constitution de pôles régionaux? Quand il y a plusieurs adhérents ADOC sur une région, est-ce qu'il y a quelque chose qui se constitue et qui vit de façon autonome? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? Alors, par rapport aux régions, on fait partie d'un réseau qui s'appelle Interréseau, qui fédère des associations en région. Il y en a, hein. Et il se trouve qu'en Auvergne, il n'y en a pas. Vous, ADOC, mais nous, des antennes non, pas du tout. On n'est pas prescripteur. Nous, bon, il y a à Paris, voilà, mais il y a des associations en Aquitaine, en Bretagne, en Alsace, en Normandie, Pays de la Loire. Il y a qu'en Auvergne qu'il n'y en a pas, quoi. Ouais, et donc des associations régionales qui font qui se réunissent, qui sont actives. Et on se réunit, d'ailleurs on a une prochaine réunion le 6 décembre. Et nous, on est une autre association. Bon, il se trouve qu'on est à Paris, qu'on a une salariée, parce que c'est vrai que souvent les associations, bon, après il y a le problème d'avoir des salariés. Qu'on est à Paris, qu'effectivement on est subventionné un petit peu, pas assez, par le CNC, par la SCAM, mais on n'a pas, on ne fait pas des... Après on a des adhérents un peu partout en France. Et ces adhérents, quand ils sont un peu nombreux sur une région ou une localité, ils ne se réunissent pas, ils ne travaillent pas ensemble. Tout travaille directement avec Paris, pour vous. Les adhérents, non, les adhérents en région restent plutôt indépendants. Oui. On n'a pas des antennes ad hoc. Non, parce qu'en Aquitaine, bon, bah, il y a une association en Aquitaine et il y a des gens qui font partie de l'association en Aquitaine qui sont aussi adhérents à ad hoc. Donc,
la question reste ouverte. Après, c'est vrai que le fait d'être en région et d'avoir une association à part, d'ADOC, peut aussi donner un poids pour discuter avec les instances de la région, et que le fait d'être adhérent d'une association nationale, même si on a une représentativité au niveau local, c'est un poids que ça ne donnerait pas forcément. Oui, parce que vous posez la question ici, justement. On s'intéresse à la dynamique régionale. Oui, tout à fait. Je veux dire, si on a fait ces rencontres professionnelles depuis 3 ans, c'est qu'on a constaté qu'il y avait de plus en plus de gens qui travaillaient dans ce champ et qui en plus voulaient travailler ici. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est la dynamique qui se construit. Je ne pense pas que cette dynamique puisse être uniquement locale, il faut qu'elle soit interactive aussi avec le national. Enfin, bien sûr. Donc c'est pour mieux comprendre les articulations possibles. Mais une association peut être adhérente d'ADOC. Oui. Finalement, il serait peut-être là le lien. Il serait peut-être... Parce que c'est vrai que mine de rien, Annie, je reviens un peu ce que tu dis, les informations, par exemple, nous en tant que producteurs, on ne les a pas en Auvergne, hein. On va sur Paris pour les avoir. Donc c'est vrai que faire une association de réalisateurs, de documentaristes en Auvergne, pourquoi pas, mais je pense qu'on manquera quand même tout de même d'informations et qu'il faudra bien à un moment les capter. Il faut faire après, tu as des réseaux, il y a différentes manières de se relier. Alors, nous avons... Il y a différentes manières, oui, de se relier, mais c'est vrai que c'est important de faire des liens et de ne pas rester isolé, quoi, ça c'est sûr. Parce qu'en plus, ça donne des idées. Moi, je sais que l'Interréseau, toutes ces associations comme ça qui sont en région, l'année dernière, on a fait des rencontres pendant 2 jours au Moulin d'Andé. Il y a plein, le fait d'échanger les expériences, de ce qui se passe ici en Aquitaine. Par exemple, en Aquitaine, à la région Aquitaine, peut donner une aide au développement sans diffuseur télé, sur la base de diffusion en médiathèque et en salle de cinéma. Donc ça, c'est quand même quelque chose, on n'est pas au courant de ça et c'est hyper intéressant. À la production alors Des aides à la production, ouais. Mais ça, c'est super intéressant parce que par exemple en région Île-de-France, alors que normalement, on devrait pouvoir, parce que c'était au départ, quand l'aide au documentaire de création a été instauré pour la région Île-de-France, on devait pouvoir déposer un projet sans diffuseur. Dans la réalité des faits, quand on dépose un projet, il demande toujours si on a un diffuseur. Donc bon, après, ça sera à nous de bouger par rapport à ça et de faire valoir que les textes, c'est sans diffuseur. Bon. Mais justement, de savoir qu'en Aquitaine, maintenant, il y a possibilité d'avoir une aide à la production sans diffuseur, c'est quand même super intéressant et c'est des choses qu'on peut répercuter dans d'autres régions. Donc, c'est pour ça que d'être en lien comme ça au niveau des régions et de pouvoir échanger, partager, moi, je trouve que c'est vraiment très riche et très porteur d'idées nouvelles et d'énergie, d'actions nouvelles. Parce que c'est ça, en fait, justement par rapport à cette question de cette table ronde sur ainsi que les documentaristes vivent, il ne faut pas en rester au bureau des pleurs, comme on pourrait le résumer assez rapidement, mais il faut que ça soit quelque chose qui nous porte pour développer des actions, demander, je sais pas, une aide à l'écriture ici, d'autres choses dans d'autres régions, ce qui sont tout à fait possibles. De Greg, hein, parce qu'on n'a pas fini tout à l'heure, mais on a eu une aide à la production en région Auvergne de 20 000 €, ce qui ne permettra pas de faire un film juste avec 20 000 €, même si Greg tourne, monte. On talonne. Fait le DCP. Fait le DCP, ouais. Fait le DCP, mais bon, il faut bien qu'ils soient payés aussi pour toutes les étapes, voilà, parce que là, pour l'instant, on n'a pas acté, donc nous on n'a pas les fonds, on a une super trésorerie, mais on va essayer effectivement de pouvoir le payer là tout de suite maintenant, parce que voilà, on sait qu'effectivement c'est pas évident. J'allais te demander quand est-ce que tu allais me payer. Le 6 décembre.